Bonjour et bienvenue à vous, pèlerins du web. Le néolithique prend fin en un endroit lorsqu'il commence l'âge du bronze. Cet âge survient en moins 3400 pour la Mésopotamie. Nous nous étions arrêtés à l'année moins 7560 en évoquant le site magnifique de Çatalhöyük. Entre ces deux dates, moins 7560 et moins 3400, il se passe des choses encore extraordinaires. L'homme va inventer le système d'irrigation et ensuite il sera prêt pour la révolution urbaine. Nous traiterons de ces deux sujets dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, il s'agit d'éclairer les phénomènes migratoires consécutifs à l'essor de l'agriculture. Et en adjuvant, nous porterons notre attention sur une thèse remarquable quant à la notion du déluge. À partir de moins 6400, alors que le site Çatalhöyük connaît un déclin de sa population, on compte 20 autres villages dans la plaine, ce qui indique que s'est opérée une dispersion de la population. Cette dispersion va se faire tous azimuts. Ceci coïncide avec le début de la période d'Obeid en Mésopotamie, caractérisée par la mise en place de la technique de l'irrigation. Nous aurons l'occasion d'en rendre compte dans une future vidéo. Çatalhöyük sera totalement déserté en moins 4340. Une interprétation mystique suppose que c'est l'époque des descendants des fils de Noé. Pour ma part, je pencherai pour l'époque de Caïn, soit 10 générations avant Noé, car moins 4340, c'est le début de la révolution urbaine. Or, Caïn est appelé par le terme d'urbanisateur. Cette dispersion de la population de Çatalhöyük est due à une croissance démographique exponentielle. Localement, les terres ne suffisent plus à nourrir les habitants. La migration se fait par vagues successives. On estime le déplacement des groupes de population de 50 km par génération. Une génération dure environ 33 ans. À ce rythme, il faut 2000 ans pour atteindre la Bretagne, le sud de l'Irlande, les Cornouailles. On transite via la Grèce, les Balkans et le bas Danube. Lorsqu'ils arrivent dans le bas Danube, les migrants anatoliens sont confrontés aux denses forêts européennes. L'Europe de l'époque n'est qu'une vaste forêt. Aujourd'hui, cette forêt primitive n'existe plus. Pour avoir des zones de culture, l'hermine et la hache vont alors être inventés. Ces outils permettent de libérer la terre de ses cailloux, y trouver des silex et de couper des troncs. La recherche de silex de plus en plus en profondeur va déterminer le creusement de véritables mines. Cette migration anatolienne remplace toutes les populations européennes indigènes qui étaient restées des chasseurs-cueilleurs. C'est ainsi que la péninsule balkanique entre dans le néolithique vers moins 6400. Il ne s'agit pas d'une acculturation des populations indigènes, mais bien de leur disparition. Cette nouvelle civilisation européenne est appelée campaniforme en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest et Malte. C'est la civilisation qui bâtira les structures mégalithiques et dont fait partie Ötzi, l'homme découvert dans un glacier des Alpes. Ainsi, tous les Européens sont à l'origine des Anatoliens. Seuls les Vascons, les Basques, et les Finlandais résisteront à l'extinction européenne. Un autre groupe syro-anatolien va migrer vers l'est et fondera la Perse et la civilisation de l'Indus. Cette migration anatolienne vers l'est n'atteint ni la Chine ni le Japon. Les migrations européennes vers l'ouest et indiennes vers l'est vont donner le terme générique d'indo-européen. La migration syro-anatolienne se fait aussi vers le sud. Elle formera le groupe sémite qui donnera les Akkadiens, les Kassites, les Amorites, les Assyriens, les Hébreux, les Arabes. Seuls les Sumériens sont encore sujets à discussion quant à leur origine. Sont-ils des locaux ou des immigrants? Le groupe hittite s'individualise vers moins 6400, après la séparation entre les groupes européens, indiens et sémites, comme si cela en était une conséquence. Les Anatolo-Syriens arrivent dans les Balkans en moins 6400 et y introduisent le néolithique. Ensuite, vers moins 5300, ce sont les Grecs via Chypre qui s'individualisent. Puis ce sont les Perses vers moins 4900
Ensuite, les Slaves, vers moins 4500. Les Bretons, vers moins 4100. Enfin, c'est au tour des Germains et des Latins, vers moins 3500. Comment expliquer qu'à partir de moins 6400, on assiste à une dispersion de la migration syro-anatolienne et l'on a spécifié que la migration s'est faite par vagues successives. Or, un phénomène titanesque a eu lieu autour de moins 7500. Il s'agit de la submersion du bassin pontique. Le bassin pontique serait un vestige tectonique de l'océan Thétis qui séparait jusqu'au Paléocène l'Eurasie de la Gondwanie et qui s'est retrouvé enfermé lors de l'orogénèse himalayo-alpine. Cette hypothèse a la faveur de la majorité des géologues. Elle s'appuie sur la présence au fond du bassin pontique d'une croûte océanique datant du Crétacé. Les sédiments, surtout des coquillages, déposés au fond du bassin sont essentiellement pléistocène et holocène. En profondeur, on trouve des sédiments d'eau douce, ce qui témoigne d'importants apports fluviaux opérés lors des périodes de dégel interglaciaire. Car en effet, il y a 5 millions d'années, une mer intérieure d'eau douce recouvrait les actuelles Hongrie, Roumanie, mer Noire, Ukraine littorale, Russie méridionale, mer Caspienne et Asie centrale. Le niveau de cette étendue d'eau a beaucoup varié et à l'Holocène récent, il était 180 mètres plus bas que le niveau actuel des mers, de sorte que seuls les bassins profonds pontiques et caspiens étaient encore en eau. À l'époque, le Bosphore n'était pas un détroit, mais un isthme qui séparait le grand lac pontique de la mer de Marmara, elle-même isolée de la mer Égée par l'isthme des Dardanelles. Au-dessus de la couche sédimentaire lacustre, les coquillages sont de type marin et ces derniers émettent tous une empreinte carbone 14 inférieure à 8000 ans. Aucun sédiment marin ne prouve qu'il est là depuis plus de 8000 ans. La déglaciation post-Vurmienne élève le niveau de la mer Méditerranée, qui finit par déborder l'isthme des Dardanelles pour se déverser dans la mer de Marmara. Puis c'est au tour de l'isthme du Bosphore d'être débordé, et alors la Méditerranée inonde le bassin pontique qui devient une mer en se salinisant. Pitman et Ryan, deux géologues américains, évoquent le mythe de l'Arche de Noé, la légende de Gilgamesh au royaume de Sumer, le déluge de Deucalion et le mythe de l'Atlantide dans la Grèce antique. Selon eux, le remplissage a dû être unique, brutal et catastrophique. Une cascade gigantesque se serait formée par érosion hydraulique au débouché du Bosphore et le niveau de la mer Noire serait monté de 180 mètres en seulement quelques semaines, ses rives reculant d'1 kilomètre par jour ou plus. Or, nous le savons, les rives de ce lac étaient déjà peuplées d'agriculteurs car en Anatolie et en Europe orientale, l'agriculture a commencé dès moins 8000. Ryan et Pitman pensent que ces agriculteurs, chassés par la montée des eaux, se seraient dispersés en Anatolie et en Mésopotamie, véhiculant le mythe du déluge. Le pourtour de la mer Noire est caractérisé par un climat quasi-endémique appelé climat pontique. Le climat pontique est une variante transitionnelle du climat tempéré avec des caractéristiques méditerranéennes, voire subtropicales en été et continentales au nord en hiver. Le climat continental est assez frais et sec en Bulgarie, Roumanie, Ukraine et au nord-ouest de la Crimée. Le climat subtropical est plus doux et humide au sud-est de la Crimée, autour de Sotchi en Russie, en Colchide, la Géorgie, et surtout dans la région pontique de la Turquie. Le climat pontique est propice à une forte productivité végétale, et c'est pourquoi dès les 8e et 7e siècles avant Jésus-Christ,
les pourtours de la mer Noire ont été densément colonisés par les Grecs antiques. La région devenant le grenier à blé des cités grecques pour sa partie méridionale propice aux cultures céréaliennes et la réserve de bois de la marine grecque pour sa partie continentale en grande partie recouverte de forêts aujourd'hui encore assez préservées. Cette abondance forestière a tant impressionné les anciens Grecs qu'ils nommaient les forêts pontiques amarantes, soit littéralement qui ne peut se corrompre. La mer Noire est historiquement frontalière des grands espaces géostratégiques. Au nord, les nomades de la steppe pontique, les Cimériens, les Scythes, les Sarmates, les Roloxans, les Huns, les Avars, les Onogours, les Khazars, les Bulgares, les Magyars, les Alains, les Koumans, les Mongols, les Tatars. Au sud, les royaumes et empires organisés, les Hittites, les Perses, les Hellènes, les Romains, les Byzantins, les Ottomans. À l'ouest et à l'est, des zones tampons, au contact de ces deux mondes, la Scythie mineure, le Caucase, ont depuis toujours été à la fois disputés et en même temps des refuges pour les perdants, donc multi-ethniques. Ce fut aussi le cas de la Crimée. L'étymologie du mot grec antique pontos signifie large mer. Dans l'Antiquité, les Grecs la désignèrent d'abord par Skytikos pontos, la large mer scythique. Les Scythes, peuple de langue iranienne, la désignaient comme Aksaena, indigo. Les Grecs comprirent d'abord ce terme comme Axénos, de A privatif, et de Xénos, étranger, signifiant dans leur langue inamicale aux étrangers. Plus tard, quand ces courants et ces vents leur devinrent familiers, elle fut désignée comme Pontos, signifiant la mer et le flot, et Euxénos, de E qui veut dire bien, et Xénos, étranger, c'est-à-dire amicale ou accueillante. Le tout fut traduit en français par Pont-Euxin. Cette série sur l'épopée humaine est arrivée à son terme. Merci à vous, pèlerins du web, pour l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous y voyez plus clair à présent quant à nos origines. Des vidéos sur son futur suivront. Elles traiteront entre autres de la période d'Obeid caractéristique de l'irrigation, de la révolution urbaine en basse Mésopotamie et de bien d'autres choses encore.